Charles Andouel, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais bienvenue, merci d'être là. Alors on va parler de votre rapport sur l'attractivité de la France que vous avez remis lundi à la Première ministre, mais on va commencer bien sûr par l'actualité sur la loi immigration. Est-ce que ce texte est mort-né? Est-ce que croyez-vous que la commission mixte paritaire qui va être retenue, 7 députés, 7 sénateurs, peut le sauver? Moi je crois qu'il doit poursuivre, le texte doit poursuivre son cours et surtout, il est absolument nécessaire pour notre pays. Moi, j'ai voté contre cette motion de rejet et je voterai pour ce texte depuis le départ. Je souhaite que ce texte soit validé, soit voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi? Je suis député de la majorité, mais surtout je suis député d'une circonscription où tous les jours ou toutes les semaines, vous avez des délinquants étrangers en situation irrégulière qui pourrissent le quotidien d'habitants de ma circonscription. Et qui pourraient être expulsés? Qui aujourd'hui ne sont pas expulsables et qui, avec ce texte, pourraient être expulsés. Donc, moi, si vous voulez, quand je constate que certains partis, des partis de gouvernement, qui, depuis des années, prônent la fermeté, qui utilisent ce mot dans tous leurs discours, mais qui, le jour de la motion de rejet, qui est déposée par la NUPES, qui est déposée par les écologistes, soutenue mordicus par la France insoumise, vote cette motion de rejet pour tenter de condamner un texte qui redonnerait des pouvoirs et des armes législatives, réglementaires à l'État, à la justice, à nos forces de l'ordre pour expulser ces délinquants étrangers. J'avoue que je me pose la question du motif réel de ce vote. Peut-être que ce motif, c'était de faire tomber ce texte pour qu'on revienne en CMP. Et CLR, ils vont pouvoir faire adopter un texte plus dur, puisqu'ils vont tenir un peu la plume cette fois-ci. En tout cas, moi, à titre personnel, je salue totalement le choix du gouvernement d'aller en CMP. Vous aviez 3 choix. Soit se dire, finalement, on met le texte de côté, on y revient plus tard. C'est un texte qui est voulu, qui est soutenu, qui est souhaité par près de 80% des Français. C'est un texte qui prône des mesures très concrètes dans lesquelles on peut rentrer avec grand plaisir, qui sont fondamentales pour maîtriser les flux migratoires sur notre pays. Donc, c'était une option, à mon avis, qui était à exclure. Le deuxième sujet, c'était de repartir au Sénat pour une deuxième lecture entre le Sénat, l'Assemblée, repartir dans des discussions qui ont déjà duré avec sans doute le même plusieurs semaines. Troisièmement, c'est de se mettre autour de la table, de dire voilà, on est dans une situation de blocage aujourd'hui. La commission mixte paritaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des députés et des sénateurs qui se mettent ensemble autour de la table pour trouver une solution, trouver un accord politique sur ce texte. Moi, je salue cette initiative. Vite, a dit le président Macron hier lors du dîner de la majorité. Il veut que ça soit fait avant la fin de la session, donc la semaine prochaine. Absolument. C'est possible. C'est en tout cas la volonté que porte le gouvernement. Je n'ai aucun doute sur le fait que les oppositions constructives de notre assemblée, de nos 2 assemblées, soutiendront cette initiative calendaire pour que nous puissions avoir un texte ficelé, bouclé, voté avant les vacances de Noël. Alors, pour le bien des Français. Si ce texte est plus dur, on pense notamment à l'abandon de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Est-ce que vous n'allez pas perdre des votes dans votre camp? On sait que l'aile gauche de la Macronie, derrière Sacha Houlié, tient à cet aspect. C'est le sujet, c'est le mot, c'est la position que j'entends depuis le début de l'examen de ce texte. Il y a 2 enseignements à tirer du vote de lundi sur la motion de rejet. Certes, lorsque nous n'avons pas d'alliance politique avec un autre parti, nous sommes en position de minorité dans l'Assemblée parce qu'on est en majorité relative. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'il ne manquait parmi les députés présents pas une voix au sein de la majorité pour soutenir ce texte. Quelle est la raison? Tout simplement qu'on bâtit des majorités ensemble. Il existe des courants dans notre majorité comme dans tous les partis. Plus facile d'avoir des courants lorsque vous êtes 250 députés que lorsque vous êtes 60 dans un groupe. Mais nous avons toujours mis en accord tout simplement nos positionnements politiques pour bâtir ce texte. La majorité est unie derrière ce texte. Est-ce que ça ne serait pas plus simple et plus rapide, surtout vu le temps qui court, de passer par 49.3 ? Il n'y aura pas de motion de censure contre le gouvernement qui fera une majorité. Nous, ce n'est pas notre volonté. On veut co-construire à l'Assemblée nationale une majorité sur ce texte. On l'a fait sur des textes incroyablement compliqués. Le nucléaire, les énergies renouvelables, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du droit du travail. Sur chacun de ces textes, éditorialistes, journalistes, politiques, tout un chacun, nous expliquer que nous n'aurions pas de majorité dans l'hémicycle. Nous avons su bâtir une majorité. Je ne vois pas pourquoi sur un texte qui est soutenu par 80% des Français, qui est vital pour reprendre le contrôle sur nos flux migratoires, nous ne pourrions pas trouver
un accord politique, un consensus politique, là où il y a un consensus dans la population aussi large. Si ça bloque, si ça coince, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la dissolution peut être une solution pour redemander aux Français de redonner une majorité au président? Moi, je vais être franc avec vous, c'est pas mon avis, c'est pas à moi de prendre cette position, c'est l'exécutif qui en a le pouvoir. Moi, je considère aujourd'hui, vous savez, depuis que j'ai été élu, en juin 2022, on m'a dit profite bien de tes 2 mois à l'Assemblée nationale parce que en août, t'es en campagne. En septembre 2022, on m'a dit t'es en campagne. À la suite de la réforme des retraites, on m'a dit tu seras en campagne dans 2 mois. On me dit depuis maintenant 2 mois que je vais être en campagne pour relancer les législatives après une dissolution. On en parle toujours dans la vérité, c'est qu'aujourd'hui, depuis juin 2022, nous arrivons à gouverner avec cette Assemblée. Dans la douleur, mais vous y arrivez. Dans la douleur, mais les Français nous ont demandé de trouver des accords politiques dans le cadre d'une majorité relative. C'est notre devoir sur ce texte, comme sur les autres textes que nous aurons à étudier à l'Assemblée dans les prochaines semaines, de trouver des accords politiques avec les autres partis de la majorité. C'est quand même un camouflet pour Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, cette motion de rejet. Mais encore une fois, prenons le positionnement politique de chaque groupe politique. Moi, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je soutenais ce texte. Parce que j'ai besoin que l'État avec la justice ait les moyens d'expulser des délinquants étrangers irréguliers qui n'ont rien à faire sur le sol de ma circonscription. C'est ce que permet ce texte. Quand je constate que certains partis votent, qui demandent de la fermeté, encore une fois, c'est le mot que tout le monde utilise depuis des années, votent une motion de rejet déposée notamment par la France Insoumise. Moi, je renvoie chaque groupe politique à ses responsabilités. Ce que je constate, c'est que, la majorité était unie, totalement unie sur ce texte. Le deuxième sujet, c'est qu'en période de majorité relative, la commission mixte paritaire est bienvenue parce qu'il faut que nous trouvions un accord politique avec les autres forces politiques de cette Assemblée. Et que répondez-vous au RN qui dit « nous, on est prêt à gouverner, Bardella est prêt à aller à la Matignon ». Ouais, je constate que le RN explique qu'il est prêt à gouverner, qu'il explique qu'il est le parti de l'ordre, le parti de la sécurité, mais sur chaque vote à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a les paroles et il y a les actes. Moi, ce que je constate, c'est que sur chaque vote, chaque amendement, chaque texte de loi, chaque motion de censure, chaque motion de rejet, le Rassemblement national vote avec Jean-Luc Mélenchon. Le Rassemblement national vote avec Daniel Obono. Le Rassemblement national vote avec la France Insoumise. L'avantage dans la législature qu'on connaît, c'est que tout est public. Je propose à chacun de vos auditeurs de se rendre sur le site de l'Assemblée nationale. Ils constateront que sur chaque motion de censure déposée par la France Insoumise, le Rassemblement national vote avec Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, ce n'est clairement pas un parti de gouvernement qui protégera les intérêts de ceux qu'il prétend protéger. Alors, vous avez remis à la Première ministre un rapport sur l'attractivité de la France, c'est-à-dire comment attirer les investisseurs, les entreprises, les emplois. C'est un rapport assez technique. Il y a 28 recommandations, si je ne me trompe pas, à la fin. Absolument. Il y en a quelques-unes sur lesquelles je voudrais vous interroger. Qu'est-ce que vous appelez un bouclier réglementaire de 5 ans pour protéger les investisseurs? Alors, je vous donne le contexte. Le contexte est lequel? Est le suivant. La France est le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers depuis 4 ans, selon plusieurs baromètres indépendants. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la France a la capacité d'attirer des entreprises, notamment des industries, qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la valeur et qui vont payer des impôts dans notre pays. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de guerre économique. La guerre est aux portes de l'Europe. Le conflit et les attaques que Israël a subi, les attaques terroristes que le Hamas a fait subir à Israël depuis maintenant plusieurs mois, en est une première preuve. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en est une autre preuve. Ces conflits sont géopolitiques, ils sont politiques, ils sont militaires, mais ils sont aussi à bien des égards économiques. Lorsqu'il y a une rupture énergétique entre la Russie et l'Europe, c'est un contexte de conflit économique. Lorsque la Chine ferme l'accès à ses marchés aux entreprises européennes, c'est un contexte de tension économique. Lorsque les États-Unis mettent en œuvre l'Inflation Reduction Act, qui vient impacter directement les activités d'un certain nombre, j'imagine, de nos auditeurs, c'est un contexte de conflit économique. Nous, on a le choix. Soit on continue comme avant, soit on change de paradigme et on se dit la politique d'attractivité doit continuer de servir l'indépendance et la sécurité économique de la France. C'est l'objectif de contribuer à cette ambition qui est portée par le gouvernement, des propositions que j'ai déposées. Le bouclier réglementaire, c'est quoi? C'est pour assurer la sécurité juridique des porteurs de projets lorsqu'ils viennent en France. Pourquoi est-ce que les États-Unis, l'Inflation Reduction Act, ça marche aussi bien? D'abord parce que c'est super simple à utiliser. Deuxièmement, parce qu'il apporte une sécurité juridique au contrat et aux porteurs de projets, c'est-à-dire que
les règles du début sont les mêmes que les règles. Ça va pas à la changer fin. en cours de route. Exactement. Et parce qu'il y a une concentration des moyens sur 2 ou 3 priorités. Il faut qu'on fasse la même chose, qu'on continue de faire la même chose. C'est l'objectif de cette mesure, c'est de dire, vous arrivez, vous implantez votre entreprise sur tel terrain, dans tel département, dans telle région. Eh bien, les acteurs qui sont impliqués dans cette implantation, le président de région, le maire, le préfet, se mettent d'accord avec vous à travers un contrat d'implantation pour que vous ayez une norme, un cadre réglementaire figé pendant 5 ans qui vous permet tout simplement d'implanter ou d'étendre votre activité dans un même cadre réglementaire. Pourquoi voulez-vous taxer les friches et les locaux industriels vacants? Pourquoi est-ce qu'on veut taxer les... En tout cas, moi, c'est ce que je propose parce que dans ma mission, je me suis rendu dans 41 départements, dans nos 13 régions de la France hexagonale. Vous avez partout des maires, des élus locaux, des industriels qui se battent pour industrialiser leur territoire et qui y arrivent. Au milieu d'une zone industrielle où vous faites revenir des usines, où vous faites revenir des entreprises, vous avez ce qu'on appelle des friches. Donc, c'est des terrains soit qui sont vides, des locaux qui sont vides, soit des terrains qui sont inutilisés et qui sont en propriété privée. Le propriétaire privé, la propriété privée en France, c'est un principe constitutionnel. Sauf que lorsque vous avez un terrain qui est vide au milieu d'une ville, au milieu d'une zone industrielle, eh bien, ça nuit à l'ensemble de la dynamique. L'idée, c'est de dire, si vous maintenez vos locaux vides et que vous cautionnez, vous le faites délibérément, le maire, il a le choix de le faire ou pas, pourra taxer cette friche pour vous inciter à vendre votre terrain ou à y faire venir une entreprise. Alors, il y a beaucoup de mesures. Je suppose qu'on le trouve en ligne, ce rapport? Absolument. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet, charlesrodel.fr ou sur les sites du gouvernement. Charles Rodwell, merci, bonne journée. Un immense merci, bonne journée à vous. Le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell, était ce matin avec nous. Christophe, à demain. À demain. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin